Je vais te montrer la résolution d'un vrai exercice d'interro sur le chapitre des ondes mécaniques. C'est un exercice que j'ai pris dans un sujet qu'un élève m'a transmis. Et je t'invite toi aussi à m'envoyer tes sujets de maths ou de physique-chimie. Comme ça, je peux faire des vidéos vraiment très pertinentes avec des vrais exercices d'interro. Et comme ça, toi, tu peux t'entraîner sur des trucs qui vont être au plus proche de ce que tu auras à ton DS. Donc ici, pour le cas présent, on est sur cet exercice. Je dézoome un peu pour que tu vois l'intégralité du sujet. Donc ça, c'est un exercice qui porte que sur les ondes mécaniques avec des histoires de périodes, période temporelle, période spatiale, longueur d'onde. On va retrouver aussi la lecture d'oscillogramme, on va retrouver les formules avec la célérité, on va retrouver des histoires d'émetteurs, récepteurs, des ultrasons, des définitions de courant, etc. Ok? Donc comme d'habitude, peut-être c'est mieux que tu fasses une première lecture du sujet en mettant la vidéo sur pause et après tu essaies de le faire de ton côté. Ensuite tu regardes avec ma correction. Si tu tombes proche de mes réponses, allez, on démarre. Définir donc. Ouais, attends, on va lire un petit peu le contexte. Le dauphin est un mammifère de la famille des cétacés. Il perçoit comme l'homme les sons ayant une fréquence de 20 à 20 kHz, 20 Hz à 20 kHz. Il est aussi capable d'émettre et de capter des ultrasons qui lui permettent de se localiser par écho grâce à un sonar biologique. Définir une onde mécanique progressive. Première question, ça c'est une question de cours. Alors, onde mécanique progressive. Onde méca progressive, tu as trois mots à définir. Les trois mots sont à définir. Une onde, c'est une déformation. Progressive, c'est une déformation qui se propage. Dans un milieu comment? Matériel. Le milieu, il est matériel. Si l'onde, elle est mécanique, le milieu, il est matériel. Qui se propage dans un milieu matériel. Cette propagation, elle s'effectue sans transport de matière. Mais avec transport d'énergie. L'onde transporte de l'énergie. Pour t'en souvenir, ça, imagine ce qui se passe quand tu as une onde sismique qui se déplace dans une ville. Tu conçois bien qu'il faut beaucoup d'énergie pour casser des bâtiments, des immeubles, des routes, etc. Avec transport d'énergie. Donc une onde transporte de l'énergie. L'onde sismique, c'est un exemple assez parlant. Donc ici, les trois mots onde, tu le définis par déformation. Onde mécanique, c'est parce qu'elle se propage dans un milieu matériel. Et elle est progressive, parce qu'elle se propage. Donc déformation qui se propage dans un milieu matériel, ça c'est obligatoire de mettre ça, ok? Si tu veux définir onde mécanique progressive. Après ça on le rajoute tout le temps parce que ça fait partie de la définition d'une onde en général. Alors ensuite, question suivante. Définir une onde longitudinale et une onde transversale, en déduire la nature d'une onde sonore. Alors, onde longitudinale. Je change de page en fait. Donc, onde longitudinale. Qu'est-ce qui définit une onde longitudinale? C'est quand la déformation est parallèle. Longitudinale. Donc ça, il faut que la déformation de l'onde soit parallèle à la direction de propagation de l'onde. Direction de propagation. Et onde transversale, c'est pas parallèle, c'est le contraire, c'est perpendiculaire, transversale. C'est quand tu as une déformation perpendiculaire à la direction de propagation. Alors le son, comment il se propage? L'onde sonore, elle se propage avec des zones de compression et de dilatation. Compression, dilatation, comme un ressort, tu sais, un ressort que tu compresses, puis qui s'étire, puis tu le compresses, puis il s'étire. Et ce processus-là, en fait, il peut modéliser la propagation, la déformation de l'onde sonore. Donc de ce point de vue-là, l'onde sonore est une onde longitudinale. Ok? Et ça, c'est aussi un élément du cours à savoir, parce que c'est un des exemples qu'on te donne pour illustrer les ondes longitudinales. Donc onde sonore égale onde longitudinale. Voilà, ça c'était pour la question en déduire la nature d'une onde sonore. Question 3, à quelle fréquence se situent les ultrasons? Bon, là encore, c'est une question de cours. En fait, le début de cet exercice, c'est pas mal de cours. Donc, fréquence des ultrasons, c'est supérieur à 20 000 Hz ou 20 kHz.
Petit aparté d'ailleurs, que tu saches aussi que le domaine audible, donc c'est pas posé hein, ici, le domaine audible pour l'homme, donc les fréquences qu'une oreille humaine peut entendre, en général, c'est les fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz, justement, juste en dessous des ultrasons. Ok. Après, dans les ultrasons, normalement, tu n'entends pas. Donc, domaine audible pour l'homme, c'est entre 20 Hz et 20 kHz. Alors, question 4, c'est là qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec une exploitation des documents. Tiens, je vais prendre la question avec l'oscillogramme. Question 4.1. Voilà, on va tout prendre. Donc, pour étudier expérimentalement les ultrasons produits par les dauphins, on dispose d'un émetteur et de 2 récepteurs à ultrasons que l'on place dans un récipient rempli d'eau. Les 2 récepteurs 1 et 2 sont placés l'un derrière l'autre et sont séparés d'une distance de 12 mm. L'émetteur génère une onde ultrasonore. On enregistre les signaux détectés par chaque récepteur, le récepteur 1 étant le plus proche de l'émetteur. On obtient l'oscillogramme de la figure 1. Alors si tu lis tout ce texte, comme je viens de le faire, mais que tu ne t'attaches pas à faire un petit schéma, c'est pas du tout une bonne idée pour procéder. Tu vois, le mieux c'est vraiment d'aller faire un schéma et de représenter toutes les informations qu'on t'a données à l'intérieur de ce petit texte. Donc tu vois, j'ai représenté en bleu l'émetteur, j'ai écrit E, et en rouge et vert, je représente les 2 récepteurs, donc R1, R2. On me dit que le récepteur 1 est situé, il est le plus proche de l'émetteur, donc il est le plus proche. Ça c'est l'axe, en blanc j'ai fait l'axe central, d'accord? Et puis R2 il est situé derrière. Les 2 courbes obtenues sur l'oscillogramme sont les courbes obtenues avec le récepteur 1 et le récepteur 2. Je pourrais limite les repasser en rouge et en vert si tu voulais vraiment identifier les choses, mais bon, je pense qu'on va se contenter de ça. Et puis il y a une autre information, c'est que les 2 récepteurs sont séparés d'une distance de 12 mm. Cette distance-là, elle est ici. Voilà, entre le début du premier récepteur et le début du deuxième, tu as une distance de 12 mm. Ok? Donc là, on a fait un schéma qui donne la configuration de l'expérience, le schéma ou le montage expérimental, il est sous tes yeux. Et puis tout ça, c'est dans une cuve d'eau, hein, c'est dans une cuve remplie d'eau. Tu vois, on a dit on place tout ça dans un récipient rempli d'eau, un gros aquarium. Et donc on te demande, question 4.1, on est ici, mesurer la période, puis calculer la fréquence des ondes ultrasonores émises le plus précisément possible. Donc on te demande à l'aide de ce document de retrouver la période le plus précisément possible. Donc la période, elle sera la même pour les 2 signaux, parce que les 2 récepteurs enregistrent le même signal. Donc la période ne change pas. Et en fait, la période, c'est la durée qui s'écoule pour que l'onde se répète identique à elle-même. Donc tu vois qu'entre cette crête, par exemple, et cette crête-là sur la même courbe, il s'écoule une période. Donc la période, ça pourrait très bien être cet écart temporel. Là, j'ai une période. J'ai une fois t. Je pourrais aussi considérer qu'une période, c'est l'écart qui se situe ici, entre le point bas là, donc le creux de la courbe numéro 2, et le creux suivant, toujours de la courbe numéro 2. Là, j'aurai aussi une période. Donc il y a plusieurs endroits où je peux relever une période en fait, c'est ça que je veux te montrer. Mais il y a une façon de faire qui va me permettre d'être beaucoup plus précis, et ça va être de relever plusieurs périodes. Par exemple 2t. Si je mesure en fait le temps qui s'écoule entre cette crête et celle-ci, je mesurerai 2 fois la période. Après, il suffit que je divise par 2. En faisant ça, en fait, je diminue le risque, en fait, je diminue l'incertitude de mesure. Je suis plus précis. Alors peut-être qu'il y a un endroit où je peux mesurer 3 périodes. Regarde, si je prends ce point-là, là, qui est vraiment en plus bien localisé parce qu'il est localisé à l'origine, au point d'abscisse 0. Si je prends ce point-là, le point suivant qui correspond sur la courbe 1, il est ici. Donc là, j'ai une période. Après, j'ai 2 périodes. Et après, j'ai 3 périodes. Et ça tombe bien parce que ce point-là, il est pile poil localisé à 60 microsecondes. Donc en fait, on va le faire en gros et en rouge. Cet écart-là, en temps, il correspond à 3 périodes, 3t. Et 3t, on peut le lire de façon immédiate, puisque là, l'abscisse de ce point, c'est 0, et que l'abscisse de ce point, c'est 60 microsecondes. Du coup, 3t, ça correspond à 60 microsecondes.
Du coup, T, tu divises par 3, ça te fait 20 microsecondes. Voilà, ça c'est la façon la plus propre de faire le relevé de période en fait. Il faut toujours en mesurer plusieurs et ensuite tu divises. Donc moi j'ai mesuré 3 périodes, j'ai divisé par 3. Ensuite on te demande de relever la fréquence. Alors attention, pour faire la fréquence, de calculer la fréquence. Pour calculer la fréquence, il faut que tu mettes la période en secondes. Donc micro c'est 10-6. Et ensuite tu fais ton calcul, fréquence égale 1 sur T. Donc 1 sur 20 10-6, ça fait combien ça? Ça te fait 50 000 Hz. Donc 50 kHz. Si tu exprimes avec deux chiffres significatifs, soit tu mets 50 kHz, soit tu mets 5,0 fois 10 puissance 4 Hz. Les deux sont possibles. Ok, mais on met deux chiffres significatifs parce que là, de toute façon, tu as deux chiffres significatifs. Voilà pour l'histoire de la période et de la fréquence. Et il demandait juste période et fréquence. Question 4.2. Quel est le retard de détection des ondes entre le récepteur 2 et le récepteur 1? Alors, retard entre R2 et R1. Le retard de réception, on va le nommer delta T, d'accord? Réception de l'onde entre R2 et R1. Pour faire ça, il faut que tu regardes le même point situé sur les deux courbes différentes, la courbe du récepteur 1 et la courbe du récepteur 2. Mais le point équivalent, donc par exemple, ce point-là de la courbe du récepteur 1, son point équivalent sur le récepteur 2, il est ici. Si je regarde le point équivalent à celui-ci là, de la courbe du récepteur 1, le point équivalent, il est là. Tu vois? Si je regarde le point équivalent de la courbe du récepteur 1 qui est ici, sur le récepteur 2, je suis là. Bon, mais je vais choisir évidemment celui qui me permet de faire une mesure simple. Donc là, par exemple, entre ces deux points, le temps qui s'écoule ici, c'est le retard de réception, c'est delta T. Ok, maintenant, est-ce que je peux lire, vu que ce point-là, il se situe à l'abscisse 0, comme tu peux le voir, est-ce que j'ai accès facilement à l'abscisse de ce point? Apparemment, ça tombe pile poil sur cette graduation. Et comme on va de 0 à 20, et on a 1, 2, 3, 4, 5 graduations, du coup, en fait, chaque graduation, c'est 4 microsecondes. Donc 4 microsecondes, 8 microsecondes. Donc delta T, on trouve qu'il est égal à 8 microsecondes. Donc 8 10-6 secondes. Si tu convertis tout de suite dans le système international, 8 10-6 secondes. Une fois qu'on a ce retard, montrer que la célérité des ondes ultrasonores vaut 1500 mètres par seconde. Donc la célérité des ondes ultrasonores, on va la faire aussi sur le même... c'est quoi la question 4.3? Ouais. Donc célérité. Je te rappelle que le retard de réception, il est lié au fait que nos deux récepteurs, pardon, ils sont séparés l'un de l'autre. Ils ne sont pas situés à la même distance de l'émetteur. Entre les deux, en fait, l'onde, elle doit parcourir une distance supplémentaire pour aller jusqu'à R2. Elle doit parcourir 12 mm en plus. Et pour parcourir ces 12 mm, justement, elle met ce temps-là. Ok? Donc du coup, pour retrouver la célérité de l'onde, on va utiliser le fait qu'elle parcourt 12 mm pendant la durée delta T qu'on a relevée, c'est-à-dire 12 10-3 sur 8 10-6. Est-ce que ça fait bien 1500? Alors 12 10-3 sur 8 10-6. Yes, 1500. On va l'écrire en entier, on va garder tous les chiffres. Et si tu veux l'écrire avec deux chiffres significatifs, si tu considères qu'ici on était précis à deux chiffres, par exemple 8,0, on écrirait 1,5 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Voilà, tu me vois insister aussi sur les chiffres significatifs parce qu'il y a certains profs qui insistent beaucoup dessus. Comme je ne sais pas le degré d'insistance de ton prof, du coup je préfère mettre l'accent aussi sur les chiffres significatifs. Question 4.4, définir puis calculer la longueur d'onde des ondes ultrasonores dans l'eau.
Alors on est encore sur une définition, comme tu peux le voir, donc 4. Longueur d'onde, c'est longueur d'onde qu'on note lambda, c'est aussi ce qu'on appelle la période spatiale. Période spatiale de l'onde. Donc il y a une définition, et ça je te l'ai expliqué dans ma vidéo sur le cours synthèse des ondes mécaniques. Donc je vais te restituer la définition ici. C'est la plus petite distance qui sépare deux points du milieu de propagation bien sûr, qui vibrent en phase. C'est-à-dire qu'ils sont dans le même état vibratoire. Même état vibratoire. À cause de l'onde. Voilà, ça c'est la définition numéro 1. Autre définition, donc définition alternative. Lambda est la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle grand T. Et en t'appuyant sur cette deuxième définition alternative, ça nous donne la relation tout simplement que la vitesse de l'onde, elle est égale à la distance parcourue, lambda par exemple, pendant la durée de parcours, grand T, puisque lambda c'est la distance parcourue pendant une période. Du coup on a C égale lambda sur T. Et ça c'est équivalent à dire que lambda égale C fois T. Du coup en reprenant les 1500 mètres par seconde qu'on a trouvé précédemment, et la période on avait trouvé 20 10-6 secondes, si tu te souviens, c'était ici, 20 10-6 secondes, c'était notre valeur de période. Du coup, on fait le calcul, on fait l'application numérique, 1500 multiplié par 20 10-6. On trouve lambda 3,0 fois 10 puissance moins 2 mètres. Voilà, c'est exprimé en mètres. Ok? Donc 3 cm. Ensuite, qu'est-ce qu'on te demande pour la dernière partie, la question 5? Tu vois, 5.1, 5.2, on est ici. Alors je vais mettre ça sur une page à part et puis on va conclure cette vidéo tranquillement. Afin de connaître la distance d'un obstacle, le dauphin utilise son sonar. La figure montre un signal émis et sa réception par le dauphin. La célérité des ultrasons dans l'eau salée est de 1530 mètres par seconde. Ça change légèrement, là on est dans l'eau salée. Déterminer l'intervalle de temps qui sépare l'émission et la réception du signal par le dauphin. Exprimer puis calculer la distance h à laquelle se trouve le dauphin de l'obstacle. Donc on va faire un schéma encore une fois. Ça c'est le dauphin qui émet un signal et ça c'est l'obstacle. Le signal il est émis par le dauphin, il est réfléchi sur l'obstacle et il retourne vers le dauphin pour être réceptionné par le dauphin. Donc on a émission-réception qui se situe chez le dauphin. C'est le dauphin qui fait l'émission et la réception. Et la distance qui sépare le dauphin de l'obstacle, cette distance elle est notée h dans l'exercice. Ça veut dire que l'onde parcourt 2 fois h. Une distance égale à 2 fois h. Elle parcourt h plus h, donc 2h. Ok? Elle parcourt h pendant la durée. Et alors la durée delta t qui sépare l'émission à la réception, on va la relever ici. Tu vois, je fais les deux questions en une seule. Je fais la 5.1, 5.2 en une seule question. Le signal il est émis à 0 secondes, comme tu peux le voir. Donc là on a l'émission qui commence et puis qui s'interrompt. Hop, il ne se passe plus rien. Et hop, à nouveau, il se passe quelque chose. Donc là, le dauphin, il re-réceptionne le signal. Il re-réceptionne le signal à partir de la graduation 10, 10-3 secondes. On est en 10-3 secondes, attention. Donc ça veut dire que le signal entre le début de l'émission et le début de la réception, le signal, il a mis 10 fois 10 puissance moins 3 secondes. Ça, c'est la durée qu'il a mis pour parcourir, du coup, 2 fois h. Et donc, partant de là, la vitesse, elle est égale à la distance parcourue pendant la durée, ce qui équivaut à dire que 2 fois h
égale C fois delta T, c'est-à-dire H égale C fois delta T sur 2. Voilà, et puis pour la vitesse, on prend 1530 mètres par seconde. C'est écrit ici, là. 1530 mètres par seconde. Donc on fait le calcul. Alors, application numérique, donc, c'est 1530 multiplié par 10, 10 moins 3, divisé par 2. Donc ça te fait environ 7,7 mètres. Ok, ça fait 7,65, mais si tu donnes le résultat avec deux chiffres significatifs, 7,7 mètres. Voilà. Voilà pour cet exo, tu vois, il est terminé. Donc c'est un exercice qui est assez intéressant, comme tu as pu le voir, il est complet, vraiment complet. Il n'est pas trop difficile. Il y a pas mal de définitions de cours dans les questions là, qui s'enchaînent. Il y a au moins 3-4 questions de cours, donc il faut quand même connaître son cours et connaître les définitions. De toute façon, tu en as besoin pour bien comprendre ce qu'on va te demander dans les sujets. Il faut connaître ce que c'est une onde, ce que c'est qu'une onde mécanique, qu'est-ce qu'on appelle onde longitudinale. En fait, tout ce qu'on t'a défini, c'est normal de connaître les définitions puisque tu manipules ces concepts. Donc si tu veux comprendre au mieux les énoncés, il faut que tu connaisses ces définitions. Donc voilà, j'espère que ce sujet t'a plu. En tout cas, encore une fois, sache que ça, c'est un sujet de contrôle que j'ai pu te proposer parce qu'un élève m'a transmis ce sujet qu'il a fait. Donc toi aussi, de ton côté, je t'invite vraiment très fortement à m'envoyer tes sujets de contrôle en maths ou en physique-chimie. Comme ça, je peux proposer de plus en plus des exos encore plus pertinents pour t'entraîner encore plus sur ta préparation de contrôle. Ok? Donc n'hésite pas à diffuser cette vidéo autour de toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. D'ici là, bonne motivation, bon travail à toi. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!